schéma illustre la dynamique que nous cherchons à construire. Elle s'appuie sur les enseignements du diagnostic territorial réalisé en 2018 par l'ARS, le CREAI et le RHR Île-de-France. Ce diagnostic avait pour objectif de mieux connaître les besoins et les ressources disponibles pour les personnes en situation de handicap rare. Cette dynamique, elle comprend les unités handicap rares qui ont été retenues pour leur expertise qu'ils ont dans le champ des maladies rares, telles qu'autour du syndrome d'Angelman ou du syndrome Prader-Willi, expertise dans le champ de l'épilepsie non stabilisée ou encore des troubles complexes du langage. Ces unités, pour la plupart, se sont aussi engagées dans la fonction appui ressources, dont vous aurez une illustration tout à l'heure. La dynamique handicap rare, elle ne peut exister et se construire qu'avec vous aussi, les acteurs du territoire qui sont mobilisés, et on travaille autour de cette dynamique avec les structures médico-sociales, les services hospitaliers, mais aussi les acteurs du plan maladie rare, les associations de famille, les personnes et les aidants. L'équipe relais donc, a été désignée comme acteur pivot par l'ARS Île-de-France. Nous avons été accompagnés dans le cadre de la recherche Next Step aussi pour pouvoir porter ce rôle et cette mission qui s'additionne à notre mission. Et globalement, nous n'avons qu'un seul rôle, c'est améliorer la qualité des personnes en situation de handicap rare et prévenir les ruptures de parcours. Pour cela, nous agissons selon 4 axes complémentaires. On accompagne les situations complexes, qu'il s'agisse de rupture de parcours ou de maintien en structure. On est là pour transmettre et partager les compétences, mais aussi pour développer une dynamique de réseau entre les acteurs et réaliser des diagnostics territoriaux pour mieux comprendre les besoins et les ressources, et aussi conduire des recherches-actions. Alors, dès l'ouverture de l'équipe relais, il y a 10 ans, nous nous sommes inscrits dans une action et dans un partenariat fort avec les MDPH. Cette étroite collaboration nous permet d'avoir un soutien mutuel autour des situations complexes. L'idée, c'est de mieux les accompagner. Certaines MDPH ont en leur sein nommé des référents handicap rares qui sont nos interlocuteurs privilégiés, ce qui facilite grandement la communication. Le travail a été engagé avec les 8 MDPH à ce jour. Même si leurs fonctionnements sont différents, leurs missions restent les mêmes. Nous participons régulièrement à des groupes opérationnels de synthèse où notre expertise peut être sollicitée pour les situations que nous accompagnons, mais aussi parfois en qualité de connaisseurs de certaines pathologies et de ressources. Avec la plupart des MDPH, nous avons aussi mis en place des points bimensuels. Ces temps de concertation nous permettent de faire le point sur des situations complexes, d'envisager des perspectives d'accompagnement, de faire des pas de côté, de soutenir des orientations ou encore de discuter des demandes d'orientation vers les établissements ou vers les unités handicap rares. Afin d'illustrer mon propos, je vais donner la parole à ma collègue Madame Caricchio, qui est responsable d'antenne à l'équipe relais et qui va vous illustrer une modalité de partenariat à travers une situation concrète. Bonjour, merci Madame Carabeu. Donc, afin d'illustrer notre partenariat avec une MDPH francilienne, nous, à l'équipe relais, on a choisi d'évoquer la situation d'Emma parce qu'elle est représentative du fait que ce partenariat a permis de trouver une solution pérenne à une situation, une personne qui est en situation de handicap rare et en rupture de parcours. Donc, Emma, c'est une jeune fille qui a 25 ans. Après avoir été scolarisée en Ulysse, puis accompagnée en IM-Pro, elle a travaillé en ESAT. Du point de vue médical, elle présente une épilepsie associée à une déficience intellectuelle. En 2022, le neurologue diagnostique des CNEP, donc crises non épileptiques pathogènes, que l'on appelle aussi des crises fonctionnelles dissociatives. Elles se manifestent par des chutes, des secousses des bras et des jambes, des pertes de connaissance. Voilà. Ces épisodes, donc c'est ce qu'on appelle entre guillemets des crises, ils interviennent quasiment tous les jours dans les transports en commun et à l'ESAT, ce qui a généré un arrêt de travail et donc un retour à domicile. Dans le cadre de cette pathologie, un suivi en psychiatrie est recommandé. Donc pour Emma, ce suivi en psychiatrie, il a commencé par une hospitalisation, puis un suivi en hôpital de jour et en CMP.
Cette situation, elle a duré 1 an et puis 1 an après, donc en mars 2023, Emma, elle est toujours en arrêt de travail à domicile et la famille fait appel à l'équipe relais pour des conseils et aussi pour un appui à une éventuelle réorientation. Donc le médecin et la conseillère parcours de l'équipe relais prennent rapidement contact avec Emma et sa famille. Alors pourquoi on a choisi d'illustrer le partenariat, avec cette situation? Tout d'abord parce que dès le début de l'accompagnement, l'équipe relais a pu avoir une interlocutrice privilégiée, évaluatrice à la MDPH, avec laquelle il y a eu des échanges qui étaient à la fois réguliers, fluides et dans une écoute mutuelle. Et le premier échange, notamment avec l'évaluatrice MDPH, il a permis d'identifier qu'elle, elle n'avait pas assez d'éléments, pour comprendre les besoins et la demande. Et donc, c'est très concrètement, l'ouverture des droits spécifiques et définir l'orientation cible qui était un peu difficile pour elle. Et donc, la conseillère parcours et l'évaluatrice, elles ont continué d'échanger régulièrement, selon les besoins, donc les points mensuels, bimensuels, mais aussi, d'autres types d'échanges. Donc à ce moment-là, les regards se sont croisés, les expertises complémentaires de l'équipe relais et de la MDPH. En l'occurrence, pour l'équipe relais, la connaissance du handicap rare et de la pathologie spécifique, l'accompagnement de la personne et de sa famille, et puis les liens avec le sanitaire. Et puis pour la MDPH, la connaissance de l'offre du territoire et bien sûr l'expertise sur les droits. Peu à peu, il y a une pratique d'un langage commun qui s'est construite, c'est-à-dire que, notamment avec l'aide du formulaire complémentaire handicap rare de la CNSA, c'est un support qui s'est avéré très utile pour comprendre les répercussions de la pathologie sur le quotidien d'Emma, dans un langage qui est quand même assez proche de la question du langage de l'évaluation MDPH. Et puis donc, ces besoins ont pu être identifiés avec l'ouverture des droits à la PCH aide humaine, ce qui a permis de mettre en place des interventions d'un service à domicile et puis, l'identification de l'orientation cible qui s'est avérée être, un EAM. La conseillère parcours de l'équipe relais, elle a soutenu la famille dans la réalisation du dossier de demande d'admission. Elle a accompagné Emma et sa famille lors des visites de structures. Et puis, ces structures avaient été préalablement ciblées par la MDPH. Donc, chacun de sa place, c'est-à-dire la MDPH qui a priorisé la situation dans le logiciel Via Trajectoire, qui a fait le lien avec les établissements pour jouer vraiment un rôle d'appui à l'admission, et puis l'équipe relais qui a accompagné Eva et sa famille dans ce cheminement vers un nouveau projet de vie. Donc, avec tout ce travail de coopération, Emma, en mai 2025, elle a intégré un EAM de manière pérenne avec un appui aux pratiques, qui a pu être organisé au sein de l'établissement par l'équipe relais. Donc dans cette situation, en fait, c'est à la fois la complémentarité de l'équipe relais de la MDPH, aussi vraiment la volonté de co-construire qui ont permis de trouver une solution qui répondait aux besoins d'Eva et de sa famille, avec vraiment au centre, leur projet de vie. Merci beaucoup pour, votre écoute et je vais passer la parole à mes collègues, mesdames Desarrojo et Bolland, ainsi que madame Catherine de Bernardi, qui est directrice du foyer de vie et de l'EAM Œuvre d'avenir. Merci Annabelle. Donc bonjour. À présent, nous allons vous présenter un partenariat qui s'est mis en place depuis 2 ans avec donc le foyer de vie Notre-Dame de l'association Œuvre d'avenir située à Bourg-la-Reine sur le 92. Alors, très rapidement, voici les raisons pour lesquelles nous avons besoin de ce type de partenariat. Tout d'abord, de nombreuses personnes en situation de handicap rare se trouvent actuellement sans solution d'accompagnement ou avec des solutions non adaptées, et pour certains depuis déjà de nombreuses années. Et cela malgré leur projet d'intégrer un établissement. À propos des établissements, certains ont vu leur nombre de places d'accueil temporaire diminuer au profit de places pérennes, quand d'autres n'en ont pas du tout. Concernant le manque de places dans les structures, il est observé sur l'entièreté du territoire. Cela ne facilite pas la mise en place d'un accueil spécifique qui est nécessaire aux personnes en rupture de parcours. Enfin, là encore, nous constatons tous depuis quelques années des problématiques de ressources humaines, avec des professionnels qui ont quitté le secteur du médico-social
ou qui font le choix de l'intérim, ce qui entraîne forcément un fort turnover qui ne permet pas une stabilité dans les accueils. À présent, je vais laisser la parole à ma collègue, Madame Bolland-Gaël. Merci Danaël. Je vais vous parler de la démarche que nous avons intitulée « Co-construire pour mieux agir ». L'équipe du foyer a pu accueillir 5 personnes en situation de handicap rare, en accueil permanent ou en accueil temporaire. Ces accueils temporaires ont eu une durée cumulée de 222 jours et ont été une réelle opportunité d'expérimentation pour ces personnes qui, comme le disait Danaël, sont parfois en rupture depuis plusieurs années. Cela permet de valider leur projet ou au contraire de pouvoir le réévaluer ensemble avec la personne ainsi que son entourage. Ce partenariat a permis à l'équipe du foyer de dépasser les a priori et les craintes qui sont souvent liées au handicap rare. Pour ce faire, ils ont cultivé la curiosité et l'esprit de questionnement, ce qui a conduit à la mise en place d'outils favorisant une flexibilité essentielle dans leur accompagnement. La proactivité de la direction avec un étayage constant des équipes a aussi été déterminante dans ce partenariat. Tant l'équipe relais que le foyer ainsi que les personnes elles-mêmes ont appris à dépasser l'échec pour le transformer en un véritable essai. Et ce, notamment grâce à la personnalisation de l'accueil qui était au centre de leurs préoccupations, en questionnant les personnes accueillies sur les besoins et leurs envies ainsi que l'entourage. De plus, ces accueils s'inscrivent dans un processus adapté à chacun, comme vous le présentera Madame Catherine de Bernardi, ce qui nous a permis une phase d'évaluation continue. Cette évaluation est enrichie par des retours d'expérience précieux qui ont pu avoir lieu entre le foyer et l'équipe relais. C'est grâce à ces échanges réguliers qu'il a été possible d'affiner la compréhension de chaque situation, de réadapter l'accompagnement au profil et aux besoins évolutifs de chaque personne. C'est cette synergie qui nous a permis de construire des parcours toujours plus pertinents et efficaces. Merci de votre écoute. Je laisse la parole à Madame Catherine de Bernardi. Oui, comme vous le soulignez, en effet, ce partenariat que nous avons renforcé maintenant depuis 2 ans repose essentiellement sur des échanges nombreux, réguliers et toujours respectueux du secret partagé avec l'accord du résident et de ses représentants. Ce partenariat, ce travail se fait bien en amont de la mission du résident, pour sécuriser les professionnels dans leur posture et leur compréhension des besoins spécifiques, adapter notre environnement à la situation de la personne et surtout poser un cadre clair partagé avec l'ensemble des parties prenantes. Cela permet aussi de tester dans le cadre d'un accueil temporaire la faisabilité d'un accompagnement plus pérenne. L'équipe relais n'est pas un partenaire lointain. Elle est présente, impliquée, disponible. Elle participe activement aux réunions, aux échanges. Elle nous aide à ajuster et à mieux comprendre et anticiper les situations qui pourraient mettre en échec le résident. C'est un partenariat vivant qui s'inscrit dans le quotidien de nos équipes. Même dans le cadre d'un accueil temporaire, et quand je dis temporaire, cela peut être de 2 jours, voire d'une, quelquefois, nous posons les bases d'un accompagnement durable, pensé ensemble. Ce partenariat, par sa qualité et son intensité, fait pour nous toute la différence. Il donne du sens à nos travail, vous l'avez souligné, nos équipes se sont dépassées, mais ça rassure aussi les équipes que nous accueillons. Ce n'est pas un partenariat simple appui ponctuel, c'est vraiment une dynamique de travail partagée qui nous permet d'être plus juste, on l'espère le plus ajusté aux besoins des personnes que nous accompagnons. Je pense qu'on pourrait illustrer mes propos par la situation de Karl. Alors Karl, c'était un jeune homme, c'est un jeune homme, pardon, âgé de 24 ans, qui était à l'époque à domicile depuis 2015, suite à une fin d'accueil en IME par des comportements défis.
À son retour à son domicile, un service prestataire a travaillé avec monsieur sur ses émotions, sur ses difficultés au quotidien et a mis en place des outils. La situation de Karl nous a été présentée septembre, je crois, me souvenir, 2024, pour penser un premier accueil temporaire en octobre 2024. Karl, à l'époque, bénéficiait d'une notification EAM aux femmes, mais grâce à ses efforts et à sa volonté d'intégrer un établissement en internat et du travail efficace lors des accueils temporaires, Karl est à présent en accueil pérenne sur notre foyer de vie. Alors, cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, hein. Il y a eu des accueils crescendo pour une prise de contact avec nos équipes, mais aussi une reprise de contact avec une vie institutionnelle. Bon nombre des résidents sont hors institution depuis de nombreuses années et cela nécessite de pouvoir les accompagner progressivement. Et surtout, veiller à ne pas trahir, j'ai envie de dire, la confiance qu'ils nous accordent et la confiance que nous devons leur rappeler. Beaucoup ont vécu de nombreux échecs et c'est le cœur de du travail sur les temps d'accueil temporaire à remettre en place. D'où l'importance des échanges réguliers avec l'équipe relais handicap rare. Donc, Karl a été dans un premier temps donc, accueilli pour une prise de contact, ce qui nous a permis de prendre connaissance de ses besoins, mais aussi de sa personnalité et de l'habituation à l'équipe et au groupe de résidents avec lequel il allait vivre. Ça a commencé par 2 journées d'accueil avec un contrat moral pour sécuriser Karl en lui garantissant que nous le garderions, quoi qu'il en soit, ces 2 jours, de façon à ce qu'il n'y ait pas de rupture de parcours à nouveau pour lui. Puis, passé ces 2 journées d'accueil, nous lui avons proposé 2 semaines d'accueil avec un retour le week-end, puis 2 semaines en restant le week-end au sein de l'institution, puis 1 mois, puis par la suite un accueil définitif. Alors, cela s'est fait avec beaucoup de temps de bilan avec l'équipe relais handicap rare, avec de la réassurance pour nos équipes, mais aussi pour Karl. On mesure bien au travers de votre intervention, Madame Catherine de Bernardi, l'importance de pouvoir se réinterroger aussi en équipe sur ce qui a été mis en place et comment, pour le prochain accueil, faire que ça se passe au mieux. Et aussi l'autre chose dans votre intervention qui était très intéressante et qui a permis à Karl de pouvoir investir ses temps d'accueil, c'était de se dire que quoi qu'il se passe, il aurait 2 jours d'accueil. Quoi qu'il se passe au prochain accueil, le contrat allait être maintenu et respecté aussi de votre côté, il aurait 2 semaines d'accueil. Mais aussi, c'est cette question des contrats où le jeune accueilli a des engagements, mais la structure aussi a des engagements. Et ça, on sait pour les personnes avec le syndrome Prader-Willi ou avec encore d'autres pathologies, c'est vraiment très important. Ils sont dans un engagement réciproque et ils se sentent accueillis. Et la question de l'accueil aussi, de dire on a envie de travailler avec toi, on a envie de t'accueillir, c'est aussi très important. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Madame Catherine de Bernardi, pour cette présentation. Je vais passer maintenant la parole à ma collègue, Madame Ala Simone Sophie. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Sophie Ala Simone et je suis responsable d'antenne à l'équipe Relais Handicap Rare. Je vais donc vous parler des actions de sensibilisation que nous menons à l'équipe Relais. Donc en 2024, nous avons rencontré 252 professionnels au total dans le cadre des actions de sensibilisation, dans le cadre de 21 actions de sensibilisation que nous avons donc menées sur l'Île-de-France. 8 concernaient le syndrome de Prader-Willi, 4 l'épilepsie sévère, 3 le syndrome d'Angelman et l'hémiplégie alternante de l'enfant. Et enfin, donc, le syndrome de Smith-Magenis, la maladie d'Huntington et la douleur pour ces 21 actions de sensibilisation. Le nombre de demandes a tendance à augmenter et afin d'améliorer nos capacités de réponse aux multiples demandes, nous mettons en place depuis quelques années une mutualisation des actions. Et donc, sur les 21 actions de 2024, nous avions 6 actions de sensibilisation qui ont été mutualisées, c'est-à-dire qu'au cours d'une même action, nous avions 2 structures présentes. On a pu constater comme bénéfice secondaire de cette mutualisation le fait que ça favorisait les rencontres entre structures, parfois des structures très différentes, puisqu'on a pu avoir par exemple un service d'aide à la personne avec une structure médico-sociale, donc aussi des professionnels qui travaillent dans des environnements différents, et ça favorisait le partage d'expériences, la mise en commun de trucs et astuces aussi pour les accompagnements, et aussi à briser le sentiment d'isolement qui peut être ressenti par les professionnels lorsqu'ils sont en difficulté dans une situation. Donc, un exemple d'accompagnement, nous avons été sollicités par une structure pour venir en soutien pour l'intégration d'une personne avec un syndrome de Prader-Willi dans une structure dont le profil des personnes accompagnées était très différent du profil de la personne qui allait être accueillie, la personne avec un syndrome de Prader-Willi, et qui n'avait jamais accompagné de personnes avec ce syndrome. Donc, nous avons commencé par un premier temps de sensibilisation des équipes et puis s'en est suivi des temps d'appui aux pratiques également que l'on propose pour favoriser vraiment la mise en place d'un accompagnement adapté pour arriver à un accueil le plus apaisé possible de la personne. Donc, ça a permis à la fois de travailler sur l'agencement de la structure, puisqu'il y avait nécessité de sécuriser l'environnement, notamment par rapport à l'accessibilité de la nourriture, puisque au moment où nous avons eu le premier contact avec cette structure, il n'y avait pas de sécurisation de l'alimentation. Donc, on a pu voir aussi tout l'intérêt d'avoir la présence de la direction lors de ces temps d'échange, puisqu'il fallait prendre rapidement des décisions sur de la pose de serrure, notamment sur des armoires où se trouvait de la nourriture, sur des réfrigérateurs, comment sécuriser au maximum l'accès à l'alimentation face à une personne qui pouvait mettre en place de très nombreuses stratégies pour y accéder. Nous avons eu aussi beaucoup d'échanges autour des postures professionnelles pour tenter de prévenir les situations de crise. Et nous avons beaucoup travaillé sur la compréhension des besoins spécifiques à tous les niveaux, les besoins spécifiques de la personne accompagnée, mais aussi les besoins des professionnels d'être soutenus, de travailler de façon collective et d'une circulation efficace de la parole et des informations face à une personne accompagnée qui pouvait identifier la moindre faille dans le fonctionnement institutionnel. Donc, on a vraiment vu tout l'intérêt d'avoir un accompagnement et une cohésion dans l'équipe à tous les niveaux, donc avec une présence accrue de la direction, de la chef de service, de l'infirmière, des AMP, des AES, mais aussi de tous les professionnels du quotidien, y compris les personnes qui gèrent les tâches ménagères de la structure ou bien la distribution,
la préparation des repas. Voilà, on a dû par exemple mener une réflexion sur l'accès des poubelles, puisque lorsqu'il y avait des restes de nourriture qui étaient jetés à la poubelle, la personne allait les chercher. Donc c'est sûr que cet accueil, il est venu déstabiliser le quotidien de la structure, mais il a aussi ouvert la possibilité à des temps d'échange et de réflexion pour construire collectivement les conditions d'un accueil ajusté. Et la posture de la direction a vraiment permis d'offrir ces temps d'échange aux équipes qui ont favorisé l'émergence d'une dynamique réflexive collective vraiment, et sans nier aucunement la difficulté de ces accompagnements, nous avons vraiment constaté que ça pouvait être aussi une source de sens et de motivation au travail. Et je suis ravie d'entendre dans le témoignage à l'instant de Madame Catherine de Bernardi que nous avons pu faire donc le même constat de ce sens au travail qui pouvait émerger à travers l'accompagnement de ces situations de handicap rare dans la complexité qu'ils représentent, mais aussi cette réflexivité voilà, porteuse de sens.